Alors, on va commencer par les petites présentations d'usage pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Allez, Sabine, c'est à toi. Oui, alors je suis Sabine. Qu'est-ce que je peux vous dire de moi? Je suis blogueuse sur le blog bieorganisé.com qui traite des sujets du rangement, de l'organisation et de la vie familiale. Voilà, Très bien. en gros. Et on va faire un truc, auteur du petit livre, je range ma maison et je m'organise. D'habitude, je les ai pas, je l'ai pas pris. D'habitude, je les ai, tous les livres et tout ça, là. Et là, voilà, je suis en plein déménagement dans la maison. Donc, du coup, j'ai perdu tous mes repères. Ah, je suis navrée. Non, mais tant pis. Merci, Sabine. Marina, à toi. Bien, moi, Attends, juste une seconde. Sabine, je ne sais pas si tu as vu, on a une nouvelle fonctionnalité en bas où on peut mettre un petit lien. Ok. Drop in any link here, tu vois, en bas de l'écran. Non, j'ai pas cette option, moi, mais tu l'as pas, toi. Bon, sur bah, mobile. c'est parce que tu es sur mobile. Parce que comme ça, j'aurais peut-être. Ah, elle est partie! Bah, du coup, tu l'as vexée, elle est partie. Elle a dit, j'ai pas le lien, je me casse. Alors, organisé.com. Hop, voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, ça ne marche pas. Bon, écoute, je ne sais pas faire à l'ancienne. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Sabine, on est désolé de ces petits problèmes techniques. On a parfois sur Blab, comme c'est encore une format bêta, on a encore parfois des petits loupés. Ouais, il vaut mieux que je touche à rien, en fait. Bon, alors, écoute, j'ai essayé de faire le truc, là. J'ai écrit. Ah oui, c'est bon, tu l'as écrit, merci. Ça n'a pas marché. Marina, c'est passé, je crois, il y a le lien. En fait, j'ai juste dans le chat, en scène de message. Dans le chat, donc voilà. Bon, allez, Marina. Donc, moi, je suis aussi blogueuse en carton. Pour le blog L'accro du budget, où en fait, je donne des conseils pour mieux gérer son budget. Ça, c'est des croyances qui te freinent. Voilà, exactement. On est dans le vif du sujet. Tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé ma webmaster préférée là, à 17h. Au secours, j'ai plus rien sur mon site. Donc voilà, j'ai le blog pour donner des conseils 1 à 2 fois par semaine sur comment gérer son budget et puis son temps. Et puis, je fais aussi des formations en ligne, l'atelier 21 jours pour les finances zen et des prestations individuelles pour les gens qui ont vraiment besoin d'un coup de main pour rééquilibrer leur budget. Alors, je recommande chaudement cette formation en ligne qu'elle fait parce que c'est absolument fantastique. Pour l'avoir suivie, j'ai même écrit sur ce sujet puisque je l'ai suivi cet été. Et même quand on est persuadé de faire tout ce qu'il faut pour ses finances, des fois, un petit regard extérieur ou de se replonger un petit peu, alors sur un petit tableau qu'on tient depuis des années, ça peut être bien. Voilà. Ouais, et puis il y a aussi la dynamique de groupe qui joue énormément. Exactement. Alors, moi, donc, je suis Priscille, je suis blogueuse sur le blog productiveview.com où je parle de la productivité et de l'efficacité personnelle et professionnelle, beaucoup. Je fais aussi donc des podcasts 3 fois par mois, des blabs le dimanche soir, notamment avec ces dames régulièrement, parce que ça devient un petit rendez-vous mensuel. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver tous ce soir. Alors le thème, ce sont les croyances qui nous freinent. Alors on va intervenir à tour de rôle, Sabine, Marina et moi-même, sur ce thème, parce que c'est vrai que souvent on se raconte tout un tas d'histoires très très drôles, ou si on veut, et qui nous aident pas forcément à avancer. Donc Sabine, ça va être plus sur des questions, des phrases, des petites idées qu'on a. Marina va le faire plus en rapport avec l'argent, évidemment, puisque c'est quand même son fonds de commerce, entre guillemets. Et moi, je vous parlerai d'un livre que j'adore et qui est presque mon livre de chevet et qui parle beaucoup de ses croyances et de comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a ces idées, d'un côté un peu plus technique, on va dire, et comment on peut arriver à passer outre. Alors, on va commencer tout de suite par Sabine. Oui, c'est moi qui démarre. C'est toi qui démarre, qui chauffe la salle. Alors, on fait des petits applaudissements pour m'encourager. Voilà. Merci. Alors moi, je voulais parler de quelques idées, quelques petites croyances qu'on a tous l'habitude qu'on a tous dit au moins une fois. Et bon,
notamment moi, et en fait expliquer un peu comment je vois les choses pour un peu les oublier, les mettre de côté. Alors la toute première, c'est le classique, je n'ai pas le temps. Ça, on l'a tous entendu, on l'a tous dit. Moi, je me bats avec moi-même pour éviter de le dire, en fait, de trouver une autre façon de le dire, parce que si j'ai pas le temps, on vit dans une ère où je pense que ça fait bien d'être débordé, d'être très pressé. Et, le business. Voilà, voilà, ouais, exactement. Et donc, on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps d'aller chez le médecin, on n'a pas le temps d'entretenir sa maison, on n'a pas le temps de lire, de se former. Et pour moi, ce sont que des idées, en fait. Je pense qu'il ne faut pas confondre je n'ai pas le temps avec ce n'est pas ma priorité. Ça donne tout de suite un autre sens. J'ai pas envie de le faire parce que souvent on dit j'ai pas le temps, mais en fait on n'a pas envie de le faire. J'ai peur de le faire. Moi, ça m'arrive souvent aussi d'avoir peur et je considère en fait que j'ai pas le temps. Ou je suis débordée parce que je ne sais pas m'organiser ou que je ne sais pas comment faire pour démarrer ce que je souhaite faire. Donc, en fait, la première chose que je conseille pour éviter ce que je n'ai pas le temps, c'est dès qu'on a cette idée dans la tête, d'essayer de reformuler en se disant, par exemple, ce n'est pas ma priorité parce que... Et là, tout de suite, on se rend compte que ça devient un peu stupide. Parce que dire, au lieu de dire je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps d'aller chez le médecin, dire ce n'est pas ma priorité de m'occuper de ma santé, là on se dit, ah, c'est un peu stupide quand même comme idée de se dire c'est pas ma priorité. Surtout pour la santé. Et on se rend vraiment, voilà, par exemple pour la santé, tout de suite on se rend compte qu'il y a des choses où il faut vraiment se motiver et le faire. Donc, en fait, pour se battre contre la non-envie, c'est un peu ça. Contre la peur, à partir du moment où on s'en rend vraiment compte qu'on a peur de le faire, ça devient toujours plus facile. Moi, je me suis fait une petite phrase que je répète souvent. J'ai peur, mais j'y vais quand même. C'est parce que je suis d'un naturel un peu peureux. Pour me sortir de cette idée de je n'ai pas le temps et que je sais que c'est de la peur, voilà, je me dis, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Moi, je me dis... Parfois, ça rate. J'en ai une aussi sur la peur. Moi, je dis, la peur n'évite pas le danger. Exactement, exactement. C'est vrai. Hein. Ouais. Mais que ce soit pour moi ou pour ma fille ou autre chose, j'ai parfois peur qu'il lui arrive quelque chose, mais je la laisse quand même le faire. Parce que de toute façon, on ne peut pas vivre sans danger. Et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de qualité finalement et qu'on y arrive en fait. Donc voilà. Il y a aussi une phrase qui dit plus vous avez peur et plus c'est important. Ah bah, oui, c'est clair. C'est vrai. Ouais, totalement, totalement. L'enjeu et quand c'est... L'enjeu est élevé. Plus est élevé. L'enjeu est élevé. Exactement. Ouais. Et on a beaucoup plus de satisfaction à réussir à dépasser la peur, surtout. Tout à fait. Lorsqu'il s'agit d'un je n'ai pas le temps parce que je ne sais pas m'organiser, le mieux en fait c'est de voir un peu comment on remplit son temps. Parce que parfois c'est tout bête, hein, je vais parler des tâches ménagères parce que généralement c'est ce qu'on parle sur mon blog, mais on ne sait pas toujours combien de temps chaque tâche peut prendre. Donc on s'en fait une montagne en se disant oh non, j'ai une tonne de linge à plier, j'aurai jamais le temps de le faire en me coucher, ça va rester dans un coin. Et c'est pas grave. Marina, je sens que tu te sens concernée. C'est mon crapaud de linge. Alors, non, mais on se sent tous concernés, ça m'arrive souvent. Hein. Mais ce que j'ai fait pour réussir à un peu dépasser ça, c'est que je chronomètre mes tâches. C'est tout bête. Hein. Je regarde un peu à quelle heure j'ai commencé et combien de temps ça me prend à peu près pour plier 2 paniers à linge. Et je me rends compte qu'en fait, ça fait que 10 minutes. Exactement. 10 minutes, je peux facilement les faire devant la télé, en fait. Ouais. Voilà. Donc, en fait, en sachant à peu près chaque tâche, combien de temps ça prend, on se rend compte qu'on arrive à les caser et à les faire beaucoup plus simplement, en fait. Donc, ça, c'est plus pour les tâches ménagères. Et pareil, pour faire du sport, il faut calculer à peu près combien de temps. Parfois, effectivement, on a un emploi du temps assez chargé. Mais moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur une simple feuille de papier, noter un peu toutes les heures de la journée et faire un petit planning de ma journée en me disant j'ai besoin de 2 heures pour faire ça, j'ai besoin de 3 heures pour travailler sur le blog. Et tout de suite, on voit en perspective si on a assez de temps en fait, dans sa journée pour faire sa tâche ou pas. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Parfois, on est aussi amené à éliminer une activité ou à déplacer une activité pour la mettre. Mais je pense qu'en fait, c'est juste une question de motivation et de volonté.
Ouais. et que en fait je n'ai pas le temps, c'est une excuse, on le sait bien, mais Moi, je dis plutôt, c'est juste une façon. j'ai vraiment remplacé le j'ai pas eu le temps par j'ai pas pris le temps. Moi aussi, moi, je fais ça aussi. C'était pas ma priorité, j'ai pas pris le temps. Ouais. Il y a toujours une solution, même pour lire. Mm. Beaucoup de gens disent, oh, j'ai pas le temps de lire. Maintenant, on y arrive, enfin, dans les transports. Et puis moi, j'ai découvert les livres audio. Alors, Oui. c'est génial. On peut lire en faisant son ménage, en s'occupant de la petite de la salle de bain. Ça fait gagner du temps. Il y a plein de petites astuces. Quand on veut vraiment le faire, on peut. Oui. C'est surtout ça. Et je crois qu'on utilise aussi cette phrase vers les autres. Bon, c'est envers soi-même hein, déjà, Ouais. mais vers les autres. Parce que Ouais. dire à quelqu'un non, j'ai pas envie de venir prendre le thé chez toi, on va se dire C'est ça. non, non, j'ai pas le temps. Voilà, ça y est. J'ai pas le temps, exactement. Tu as un collègue qui te demande un coup de main, alors que franchement, toi, t'en as déjà des piles. Machin. Non, j'ai pas le temps. Bon. Non, j'ai pas Parce le temps. qu'on ne sait pas dire non. Et on a l'impression que quand on dit non, on a besoin de se justifier. Alors qu'en fait, dire simplement bah écoute, non, je le fais pas, non, je viens pas, voilà, j'ai d'autres choses. On n'a pas obligé de raconter sa vie, on a toujours l'impression qu'il faut justifier, expliquer le pourquoi du comment. Les gens, ils comprennent parce que aussi ils ont un emploi du temps, donc mon emploi du temps est chargé, j'ai d'autres priorités, on a le droit de le dire sans aller dans des détails personnels ou autres. Ouais. Mais ça, c'est, oui. On a toujours, moi, je sais qu'en tant qu'assistante de direction, c'est un souci que j'avais. Parce que j'avais du mal, en fait, à dire non. Ah, Sabine, tu peux me faire ça? Ah, ben oui, non, mais donne. Et j'ai travaillé avec une collaboratrice assistante aussi de haut niveau, et assistante de président. Et elle me bluffait. J'ai beaucoup appris avec elle parce qu'elle dit non. Écoute, non, je ne peux pas, j'ai pas le temps, ou je ne pense pas que ce soit à moi de le faire. Donc, je te laisse le faire. Et ça, vraiment, j'avais jamais osé le faire dans ma carrière, de dire non. On se dit toujours non, ils vont croire qu'en fait, je ne peux pas le faire ou je ne suis pas assez compétente. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. Parfois, effectivement, c'est pas notre boulot et c'est tout simple, en fait. C'est clair. Voilà. C'est clair. Il faut y penser. Mais justement, en parlant de compétences, c'était la deuxième fausse idée qu'on se fait. Je n'ai pas les compétences, j'ai pas les qualifications, je vais pas y arriver. Ça, c'est classique aussi. Ça, je me suis souvent dit, en fait, hein, même avant de commencer le blog, quand mon mari m'a dit, oh, bah, vas-y, lance-toi dans le blog, je me suis dit, mais je sais pas faire tout ça, moi, comment tu veux que je me mette à faire un blog? Je m'y connais pas en informatique, des codes, des machins. Et en fait, quand on se rend vraiment compte qu'on se dit, on met toutes ces idées de côté et qu'on se sent capable de le faire, je pense que c'est déjà le premier pas. D'avoir confiance en soi et de se dire qu'on en est capable. Parce que tout commence dans la tête, en fait. Parce qu'une fois qu'on est passionné, on peut le faire. Et aussi de se dire que les compétences, on les a au fur et à mesure. Ça s'acquiert. Le blog, voilà, exactement. Quand j'ai commencé, je savais quasiment rien faire sur mon petit blog. Et maintenant, quand je vois que je me débrouille pas mal, je me dis, même si j'avais attendu 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'aurais pas plus appris que maintenant, en fait. Bah, ça va à rien c'est une fois qu'on a plongé qu'il faut nager. Donc... Voilà, exactement. Qu'il est là, on se dépatouille, on fait des bêtises, mais on apprend. On y arrive, en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, je pense que quand on est passionné par un sujet, on apprend beaucoup plus vite sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on gagne en compétences, mais c'est vrai qu'on se dit au début, je ne vais pas me mettre à me lancer sur un sujet comme l'organisation, je ne suis pas une experte, il y a des gens qui font ça professionnellement, pourquoi moi je m'y mettrais? Finalement, on se rend compte qu'on apporte aux autres, qu'on apporte de la valeur aux autres, et en apportant de la valeur aux autres, on s'en apporte à soi, et ça nous aide en fait à avancer beaucoup plus vite, en fait. Voilà. Tout à fait. Et la pratique est essentielle pour s'améliorer. Voilà. Très bien, merci. Donc ça reste pareil sur tout ce qui est échoué. Il y en a encore beaucoup, mais on ne va pas traiter toutes les... On va pas y passer la nuit. C'est ça. Alors à toi, Marina, qu'est-ce qu'on a comme croyances qui nous freinent dans les domaines du budget et des finances et de l'argent? Et bien justement, ce sont nos croyances qui nous freinent souvent. En fait, on a tendance, par expérience, à considérer l'argent, certains le considèrent comme un but en soi, une finalité, et se disent ouais non mais moi je suis pas comme ça. Hein. Pour moi l'argent c'est pas un but, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Bah ok,
Mais ça, c'est peut-être justement une croyance. Donc moi, en fait, j'invite là les auditeurs à se demander, voilà, si je dis argent, à quel mot est-ce que ça leur évoque? Là, tout de suite, argent, Priscille, pour toi, ça évoque quoi comme mot? J'en sais rien. Elle me prend à froid là comme ça. Ouais, carrément. Dire. Je pense à quoi pour argent? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est richesse, sécurité, avarice, stress? Sécurité. Ouais, sécurité. Ouais. Et toi, Sabine, t'as des mots? Ouais, moi, j'aurais dit un peu plus comme ça, sécurité, confort. Ouais. Et en fait, ce qui est très rigolo quand on fait cet exercice-là, c'est que vite, on arrive à décerner deux types de mots. Il va y avoir les mots plutôt positifs. On va se dire peut-être sécurité, confort, richesse, abondance, luxe. Il va y aussi avoir les mots négatifs comme la pimbrerie, l'avarice, le stress, le découvert. Et déjà, ça permet de voir un petit peu en soi, l'argent, quel est le rapport qu'on construit avec notre argent. Et puis, quand on fouille un petit peu plus loin dans son histoire, dans les rapports qu'on avait avec ses parents, au sujet de l'argent et notre propre expérience, on va retrouver des choses qui se répètent et qu'on nous a appris. Par exemple, moi, j'ai grandi avec l'idée fausse que les gens qui avaient de l'argent étaient méprisables. C'est l'idée que moi, je me faisais du monde. Et ça, c'est une croyance. Parce que j'en ai rencontré qui ont de l'argent qui sont adorables. Donc, c'est bien de fouiner un petit peu dans son histoire, essayer de voir s'il y a des choses comme ça qu'on peut croire sur l'argent et est-ce qu'on peut les renverser. Est-ce que, par exemple, je vais me dire, tiens, les gens qui sont riches, c'est des gens qui ont écrasé les autres pour y arriver. On peut se dire ça. On peut essayer de le renverser en se disant, les gens qui sont riches, c'est des gens qui ont travaillé et qui ont eu de la chance d'avoir de l'argent. Ou alors, non, mais moi, de toute façon, je suis un panier percé, c'est même pas la peine, jamais j'aurai de l'argent. Moi, je sais gérer mon argent et demain, je saurais comment faire pour avoir de l'argent sur mon compte. Et ça peut être un moyen, en fait, de bâtir une relation plus saine avec l'argent et puis de se rendre compte de comment est-ce qu'on voit l'argent dans notre vie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Ah, vous faites réfléchir, hein. Oh là là. Ouais. On a des trucs dans la tête, là. On est en pleine réflexion. Soir, écoute, faut qu'on se détende. Non, mais c'est déjà des sujets sur lesquels je réfléchis souvent, hein, notamment quand tu parles de panier percé. Alors, je ne suis pas très dépensière, je suis plutôt dans les bons plans, dans les bons plans qui me permettent de dépenser 2 fois plus vite, c'est-à-dire 2 fois plus. Puisqu'en fait, j'achète pas cher, je trouve des bons plans, donc je dépense le double, puisque j'ai besoin de faire des économies. Moi, je me pose toujours une question avant de faire un achat, c'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que dans 2 jours, j'en aurai toujours envie? Ouais. Et moi, j'essaie maintenant de les écrire sur une petite feuille, sur un petit cahier, et d'attendre 48 heures. Mais c'est très dur. C'est très, très dur. Surtout avec Internet où on peut tout acheter en 2 secondes. C'est très, très, très dur. Mais oui. Hier soir, je vais sur mon Tinder, je fais je veux ce livre, pof, clique, et j'ai rien fait, génial. Il est déjà dans mon smartphone. Non, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que ça peut permettre de finalement se rendre compte comment est-ce qu'on considère l'argent, quelles sont nos croyances par rapport à l'argent. Ça peut permettre de reconstruire, nous, après, une relation beaucoup plus saine, j'ai envie de dire, et de maîtriser son budget et son argent en se disant, de toute façon, l'argent, c'est une composante de notre vie, de notre société. On commence à trouver des alternatives, mais c'est pas encore évident pour tous. Donc, autant faire avec. Autant faire en sorte d'en avoir et de savoir le gérer sans non plus, j'ai envie de dire, se serrer la ceinture, parce que c'est vraiment l'idée de on serre les cordons de la bourse et on ne dépense plus rien, mais de dépenser sans non plus stresser. D'être à l'aise et de le voir plus comme un moyen. Après, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Hein. Si on a envie d'être riche pour être riche et avoir une super maison, des vacances, etc. Alors, chacun voit midi à sa porte et là-dessus, il n'y a pas de jugement. C'est une des grosses croyances d'ailleurs qu'il y a, c'est de se dire, ceux qui ont de l'argent, c'est des gens bien, ceux qui n'en ont pas, c'est qu'ils sont nuls. Ça n'a aucun rapport.
Non, parce qu'on peut avoir juste connaître ses besoins et se dire, moi, j'ai besoin de tant d'argent pour vivre et puis j'ai pas besoin de plus et j'ai pas envie de plus, quoi. Hein. C'est un choix personnel et ça regarde que toi. Autant être à l'aise avec cette idée-là, en tout cas. Moi, c'est toujours ce que je dis aux participants de l'atelier, c'est l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, c'est juste un reflet de notre capacité à gérer cet argent. Rien de plus, rien de moins. Exactement. Et malheureusement, apprendre à gérer notre argent, c'est pas l'école qui nous l'apprend. C'est pas toujours la famille non plus. Il y a des familles où on en discute sans aucun tabou et où on transmet les méthodes, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, quand on n'apprend pas une chose, on ne peut pas savoir le faire. On est d'accord. On est d'accord. Mais une fois qu'on sait qu'on sait gérer, qu'on sait ce qu'il faut faire pour ne pas dépenser, est-ce que tu penses que ça suffit? Parce que moi, j'ai pas l'impression que dans mon cas, ça suffise. Le budget, je le gère, je sais le faire. Mais pourquoi on a des moments où on bousille le budget d'un mois, on craque. En fait, on craque, voilà. Ce que j'incite les gens à faire dans ces cas-là, c'est de se dire, dans quelle situation est-ce que je craque? Pourquoi? Et est-ce que ce besoin que j'ai d'acheter, en fait, ça cache pas autre chose? Est-ce que je veux acheter ça parce que je veux me sentir plus jolie dans cette robe que dans les vêtements que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je veux acheter ces jeux pour les enfants parce que je culpabilise de pas passer assez de temps avec eux? Ça peut vraiment être des motifs beaucoup plus profonds que le simple besoin d'acheter. Oui, c'est clair. Donc se poser la question c'est toujours la question du pourquoi. Aujourd'hui, j'ai envie de ça. Est-ce que j'en ai vraiment envie parce que j'ai un besoin à satisfaire et c'est vraiment ça qui me fait envie? Ou est-ce que derrière, je claque ma thune là-dedans parce que je me suis pris la tête avec mon chéri? Et de toute façon, il m'énerve, j'en fais ce que je veux, c'est mon argent. Très bonne idée. Et quand on n'a pas de chéri, on a le droit de craquer. Craquer. Et merde, je ferai découvrir, mais je m'en fiche. Non, mais il y a toujours des... c'est rare. Il y a ce besoin, ce besoin d'acheter, en fait, ça permet de satisfaire il y a un petit truc, tu dis, ah, super, j'ai acheté ça, c'est génial. Et il y a une étincelle de plaisir, en fait, dans l'acte d'acheter. Mais finalement, ça dure pas. Et donc, on va recommencer à acheter pour avoir cette étincelle de plaisir. Parce que c'est pas la bonne technique. Surtout si l'étincelle de plaisir est juste suivie par une grosse lettre du banquier. Ouais, et puis la culpabilité derrière, c'est juste horrible. C'est horrible. Horrible. Très bien. Marina, tu as d'autres choses à nous dire sur cette partie de croyance par rapport à l'argent? Je pense que ça peut nous aider à mieux gérer et je veux dire carrément même à avoir plus d'argent et à se sentir mieux avec son argent. Moi, je le vois à titre personnel, à partir du moment où j'ai appris à distinguer la richesse monétaire de la richesse de ma vie, j'ai plus besoin d'avoir de l'argent sur mon compte, de me dire il faut que je sois riche. Aujourd'hui, je suis riche. Je suis vraiment une privilégiée, je trouve, parmi déjà rien que le fait de vivre en France. C'est un pays qui nous offre la liberté d'entreprendre, la liberté de communiquer. Enfin, on a quand même pas mal de liberté. On a la chance, nous, d'être en bonne santé et d'apprécier les petits bonheurs au jour le jour. Et rien que ça, c'est... Et à partir de ce moment-là, pas de prix. Ça n'a pas de prix et on se détache de ce besoin d'avoir une valeur monétaire. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Très bien, Marina. Alors, moi, je voulais vous parler de côté plus technique de ces croyances et de ces idées. Alors, pour ceux qui me suivent un peu, qui ont déjà lu des posts, qui ont écouté mes podcasts, je parle souvent de ce livre. Donc, vous le voyez à l'envers. Je suis désolée. Très bien. Non, il est très bien. On voit bien. Ah bon, je pensais que vous lisiez à l'envers. Non. Donc, ça s'appelle « Vous avez tout pour réussir » de Christophe Deval et Sylvie Bernard-Curie. Alors, ce sont deux personnes que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux occasions, des conférences où ils présentaient ce livre. Et donc, je l'ai eu à cette occasion-là. Et c'est un livre de travail. C'est un livre de travail. Bon, ça se lit pas du tout comme un roman. Il y a des exercices à faire et tout ça.
Et donc, ce livre nous parle d'une approche psychologique qui s'appelle Acceptance and Commitment Therapy. Donc, c'est un terme un petit peu barbare, mais qui est très bien expliqué dans le livre et qui nous aide à vivre avec nos émotions, nos pensées et tout ça dans le but d'avancer. Donc, on est vraiment là dans le sujet. Qu'est-ce qui nous permet d'avancer ou pas? Et donc, dans le début du livre, il y a tout un chapitre sur les émotions qui joue un grand rôle dans le fait qu'on puisse avancer ou pas, et un chapitre extrêmement intéressant sur les idées que l'on peut avoir. Et donc, ce qu'on nous explique, en fait, c'est que les idées que l'on a, qui nous freinent d'une façon générale, donc c'est souvent des idées plutôt négatives qui nous freinent, c'est celles qui nous font renoncer, abandonner. Elles viennent, en fait, c'est un résultat d'histoires que notre cerveau nous raconte. Alors ça, on le sait tous, notre cerveau, il est super fort pour nous raconter des tas d'histoires. Le petit truc là, vas-y, ça va pas, t'es nul, machin et tout, on y va. Et donc, c'est des petites histoires que notre cerveau nous raconte. Et donc, il y a 4 types d'histoires. Il y a les jugements. Donc, ce qu'on dit, c'est normal, pas normal, juste, pas juste, simple, difficile. Ça, ce sont des jugements que l'on va faire sur des situations qui sont par rapport à une norme personnelle, la plupart du temps. Ensuite, on a des comparaisons. On va se comparer avec d'autres. Je suis moins bien que machin. Celui-là, il est mieux que truc. Voilà. Donc ça, ce sont des comparaisons, toujours par rapport à une espèce de norme personnelle de ce qui serait normal, juste, bien, etc. Ensuite, on a une 3e type d'histoire qui sont des explications. Donc, c'est la façon qu'a notre cerveau à toujours trouver des explications, mais parfois complètement farfelues, voire complètement contradictoires. Alors, j'ai un petit exemple que j'ai trouvé dans le livre, donc je le cite plusieurs fois, ce livre, et je vous recommande de l'acquérir et de le lire. Alors, on pourrait se dire, par exemple, il pleut et les restaurants sont pleins. Ça arrive, voilà, vous sortez, il pleut, les restaurants sont archi pleins. Et donc, vous allez vous dire, votre cerveau, il va vous dire, c'est normal, voilà, les gens, au lieu de sortir, sont allés tous au restaurant. Et puis 3 jours après, il pleut et les restaurants sont vides. Et là, votre cerveau, il va vous dire, les gens, ils sont restés chez eux parce qu'il pleut et il n'y a personne au restaurant. Mais des histoires comme ça, il y en a plein. On va pouvoir s'en raconter des tas. On va toujours essayer d'expliquer les choses avec des trucs. On ne sait pas d'où ça sort. Votre chef, il est pas sympa avec vous. Alors, vous allez vous raconter des tas d'histoires. Il a mal dormi, il a la pression, il a machin, il a truc, mais vous en savez rien du tout. Mais il faut toujours que le cerveau, il mouline, et il se raconte des histoires pour expliquer ce qui se passe. Et puis, il aime aussi, dans le 4e type d'histoire que le cerveau, il aime bien nous raconter, ce sont des prédictions. Si je fais ça, il va se passer ci. Si je fais pas ça, il va se passer ça. Et donc, et puis en plus de ça, la prédiction qu'il fait, elle est rarement positive. C'est pas si je fais ça, je vais m'en sortir, être pleine de succès. Non, ça va être, je vais me planter, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc voilà. Donc ça, ce sont 4 types d'histoires que notre cerveau nous raconte. Et le but de ces histoires, c'est de transformer tout ce qui nous entoure en éléments connus, cohérents et prévisibles, c'est-à-dire contrôlables. Parce que le grand truc de notre cerveau, il a horreur de l'inconnu, il a horreur de l'imprévu. Et donc, tout ce qui est associé à l'inconnu et à l'imprévu, c'est une notion de danger. Et donc, quand on était encore des bêtes, ou presque, le danger, il était omniprésent avec les animaux, tout ça. Donc, être dans un territoire contrôlé, c'était bien. Et dès que c'était l'inconnu, attention, tous les systèmes étaient en alerte, et dont le cerveau, pour nous prévenir et nous garder en vie. Sauf qu'avec le temps, il y a moins de bêtes sauvages qui nous courent après. Mais néanmoins, notre cerveau, il continue quand même toujours son truc. Dès qu'on arrive dans l'inconnu, ça y est, on y va, tous les voyants sont au rouge. Et là, on va raconter des tas d'histoires dans le but initial de nous préserver. Sauf que là, on est à préserver de rien du tout. Donc, ça nous freine. Voilà, on est complètement pieds et poings liés avec tout un tas d'histoires. Et en plus, notre cerveau, il a une fonction ajoutée, mais pas soustraire. C'est-à-dire que tout ce qu'on va entendre, on va l'emmagasiner à un moment, mais on ne va pas se dire « je vais oublier cette idée ». Jamais ça n'arrive, ça. Si on vous dit « t'es nul »,
Bah oui, je suis nulle. Même si on le pense pas, ça reste. On se dit pas, j'oublie l'idée que je suis nulle. On peut pas, hein, on peut pas faire ça marche pas bien. Effacer, tout ça, non, ça marche pas. Donc tout ce qui rentre dans notre cerveau, même depuis l'enfance, ben, on va le conserver toujours et on pourra jamais complètement le supprimer pour plus y penser du tout. Ça n'arrivera absolument jamais. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Et tu parlais tout à l'heure, Marina, des choses de l'enfance, ben, ça en fait partie. Si on a entendu des choses sur l'argent, par exemple, quand on était enfant, ben, on peut avoir comme ça des histoires qui se greffent par rapport à ça. Alors, en plus des petites histoires que notre cerveau nous raconte, on met des étiquettes. C'est-à-dire qu'on va toujours vouloir tout catégoriser. Alors, c'est bien quand on fait le rangement dans la maison, mais mais c'est que là. Et donc, c'est des étiquettes. Alors, il y a 2 types d'étiquettes. La première, c'est la personnalité. Je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de fort. Ça va être plutôt sur donc des traits de caractère que l'on va avoir, que l'on pense avoir ou que les autres nous disent qu'on a. Hein, ça marche un peu dans les 2 sens. Mais ça va limiter notre champ d'action. Par exemple, si on vous dit, depuis tout petite, elle est timide. Donc, parce qu'on est timide, on ne va pas vers les autres. C'est normal, puisque quand on est timide, on ne va pas vers les autres. Donc, naturellement, on n'a pas envie d'y aller. Puis, de toute façon, tout le monde va le comprendre, puisqu'on est timide. Hein, donc, ça, voilà. Donc, du coup, comme on s'est mis cette étiquette, eh ben, on se restreint. Et puis, il y a les étiquettes de rôle. On est des pères, des mères, des femmes, des enfants, des frères, des sœurs, tout ce qu'on veut. Donc, on a tout un tas de rôles personnels, mais on a aussi des rôles professionnels. On est salarié, on est cadre, on est ci, on est là. Donc, on a tout un tas de rôles comme ça qui peuvent, pour certains, changer au cours de la vie. On est passé d'étudiant à salarié, à retraité. Et puis d'autres qu'on va garder toute notre vie. On sera une mère toute notre vie, un enfant de quelqu'un toute notre vie, etc. Et donc ça, ce sont ces étiquettes auxquelles on va aussi, ces étiquettes rôles, hein, qui vont aussi, pour lesquelles derrière on met des comportements. Une mère, ça doit agir comme ça. Un manager, ça doit être comme ci. Et donc ça, c'est des histoires, hein, toujours qu'on va se raconter, de la représentation de la réalité qu'on a, mais qui n'a souvent pas de réalité. Hein, bouffe la vie. Comment ? Et qui nous bouffe la vie. Et qui nous bouffe la vie, voilà, exactement. Et donc, ces histoires et ces étiquettes, elles se nourrissent de nos pensées, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, de celles des autres. Alors, par exemple, si vous avez entendu dire toute votre enfance par votre mère qu'une bonne maman, ça travaille pas, ça reste à la maison pour élever ses enfants, il est assez probable qu'en devenant à votre tour mère, vous disiez que vous ne pouvez pas continuer à travailler. Et si néanmoins, vous devez quand même travailler parce que vous élevez seul vos enfants ou que votre époux ne gagne pas suffisamment sa vie pour pouvoir assurer pour toute la famille, dans ce cas-là, vous allez vous dire que vous ne pouvez pas avoir d'ambition. Parce que c'est pas bien. Déjà, vous allez au-delà de la croyance qui vous dit qu'une mère, ça doit rester à la maison. Donc là, la nécessité aidant, vous êtes obligé d'aller travailler, mais surtout, vous allez vous dire que vous pouvez pas en plus avoir de l'ambition et puis avoir une carrière ou autre. Et là, crac, on se limite tout seul. Hein. Voilà, parce que dans notre jugement, hein, on s'est dit, voilà, c'est pas convenable pour une bonne maman de faire des heures, de voyager. Je vous parle en connaissance de cause parce que moi j'ai été élevée dans ce mindset, on va dire, et donc il a fallu que je passe un petit peu outre. Pareil à l'école, si on vous a toujours catalogué comme étant un cancre, un nul en maths, ça va rester parce que derrière, si on vous demande de faire une formation à l'école, au travail, où il va y avoir peut-être des chiffres, vous allez dire oh là là, j'étais nul en maths, je vais pas y arriver. Hein, mais sauf que voilà, entre faire de la géométrie en 3e et puis juste aller travailler sur un tableur Excel, c'est quand même pas exactement pareil. Donc on va traîner un peu toutes ces petites étiquettes avec les rôles, etc. Et puis on va se raconter tout un tas de choses pour se convaincre de ne pas avancer. En plus, on a, de par notre pays, un système éducatif qui va plutôt nous pointer du doigt quand on sera en écart, en négatif par rapport à une norme,
plutôt que de nous dire, bon, bah, effectivement, en maths, c'est peut-être pas terrible, mais alors, par contre, il est super créatif, voilà, en mettant en appuyant sur les bons côtés. Ça marche pas du tout comme ça dans notre système éducatif, ce qui fait qu'on fait en plus des générations d'enfants qui vont avoir peur d'avancer parce qu'on les aura catalogués pas bons en ci, en ça, machin. Et c'est la même chose au bureau. On nous félicite rarement de ce qu'on fait bien, parce qu'on considère qu'on est payé pour le faire. Par contre, dès qu'il y a un moindre truc qui va pas, alors là, tous les voyants rouges s'allument, l'entretien annuel, on se fait cartonner, voilà. Donc on a en plus, alors c'est assez constitutif du système français, je sais dans d'autres pays, je sais qu'aux États-Unis ils sont beaucoup plus ouverts, notamment au niveau de l'éducation, les pays nordiques aussi, pour encourager les enfants, ce qui fait que ça aide déjà à engranger moins de pensées négatives qui vont ressortir à l'état adulte. Écoute, j'en ai entendu parler aux infos et il semblerait qu'ils y pensent pas mal aussi en France. Qu'il y a quelques petites écoles dans le Nord où, en fait, dès qu'un enfant apporte une bonne réponse, tous les autres applaudissent. On leur apprend en fait à... Ouais, et j'ai trouvé ça génial. J'espère que ça va se développer sur toute la France. Ils ont enfin compris aussi qu'un enfant ne pouvait pas apprendre 1 heure et qu'il fallait les faire travailler en tranches de 30 minutes. Ah ben en fait... Donc j'espère nous, on n'arrive pas à travailler 1 heure. Ben voilà, oui, c'est clair. voilà, nous on n'y arrive pas. Alors pourquoi un enfant y arrivera en fait? Donc j'espère vraiment que ça va se développer pour tout le pays. Ça serait bien. Alors les étiquettes qu'on a aussi, on peut les avoir sur d'autres gens. Ce collègue-là, c'est un incapable. Ou le gars de mon équipe, voilà. Donc j'arrive dans une nouvelle équipe et puis mon prédécesseur me dit bon alors celui-là tu vas rien en tirer, c'est un incapable. Alors déjà vous partez bien en tête avec ça. Et du coup, vous allez tout voir en noir par rapport à cette personne-là, il est incapable. Et même si lui, il a envie de faire mieux et qu'il fait des efforts, vous n'allez même pas le voir. Parce que pour vous, ce sera toujours incapable. Ce qui est bien qu'il va finir par vraiment l'être, parce qu'il va se dire, je fais des efforts, rien ne se passe, donc maintenant j'arrête. Donc, voilà. Donc on est vraiment là dans un cercle vicieux, et puis toutes ces histoires, toutes ces étiquettes qu'on met, ça va pas bien. Alors, on a une petite troisième couche entre les histoires, les étiquettes, il y a aussi les règles. Les règles qu'on se met par rapport alors là, c'est le cerveau qui crée comme des modes d'emploi pour résoudre tous les problèmes possibles, imaginables, surtout imaginables, qui pourraient nous arriver. Et donc, il utilise donc ces règles aussi pour renforcer nos étiquettes, pour vraiment que ce soit bien, voilà. Et ces règles, elles sont toujours apprises ou transmises. C'est pas du tout inné. C'est du genre, alors une règle qui va sauver la vie qu'on va donner à ses enfants, c'est tu traverses pas quand le petit bonhomme est rouge, par exemple. Ça, c'est une règle. Celle-là est bienfaisante. Mais il y en a d'autres, ce qui fait que le petit gamin, il va pas essayer de traverser. Mais par contre, il va y avoir d'autres règles que nous-mêmes, on va nous donner, qui seront pas forcément du tout fondées. Là, il n'y a pas de danger. Donc, ça va être du genre, si je fais A, ben, il va sûrement se passer B. Si je demande une augmentation, je vais sûrement me faire mal voir, par exemple. Si je suis une mère de famille, alors je dois être quelqu'un de responsable et je ne dois pas prendre de risques. Voilà. Nulle part, il y a un manuel qui dit, quand tu es une maman, tu dois être responsable et pas prendre de risques. Mais c'est nous qui nous mettons ces règles-là dans la tête. On nous les a mis aussi dans notre éducation, parce que c'est vraiment des choses qu'on a appris ou transmises. Et alors, le pire que ça, c'est qu'en plus, ces règles, on va continuer à les appliquer, même si on sait qu'elles ne marchent pas. Alors, il y avait un petit exemple qui était excellent dans ce livre. Ils ont pris 2 groupes de personnes. Je mettrai toutes les références dans les liens dans l'article que j'écrirai après. Ils ont pris 2 groupes de personnes. Ils ont pris un groupe dans une salle et ils lui ont dit, voilà, à chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton, tu vas prendre X dollars. Enfin, vous allez appuyer sur le bouton, voilà. Et donc, c'est ce qu'on dit aux 2 groupes. Sauf qu'au groupe 1, on va lui dire, pour avoir plus d'argent, il faut appuyer très, 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 très vite. Et le deuxième, on va juste lui dire, t'appuies sur le bouton. Donc, l'expérience commence. Le premier groupe, ils appuient tout de suite très, 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 très vite, donc ils engrangent plein d'argent. Le deuxième groupe, ils tâtonnent, puisqu'ils ne savent pas s'il faut taper vite, pas vite, machin. Puis au bout d'un moment, l'expérience aidant, ils se rendent compte qu'effectivement, il faut aller très, très, très vite pour que l'argent tombe. Voilà. Et puis en cours de jeu, ils changent les règles, mais ils le disent pas.
Donc, le premier groupe qui sait qu'il faut aller très, très vite, il continue à aller très, 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 très vite, mais il n'y a plus d'argent qui tombe parce que là, pour le coup, il faut aller lentement. Et le deuxième groupe qui n'avait pas de règles, ils se disent « Ah, ça marche plus, on va essayer autre chose ». Et là, ils se rendent compte qu'en allant lentement, eh ben, ils reprennent de nouveau, ils peuvent récupérer de l'argent. Mais le premier groupe, eux, ils restent sur « Ah non, 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 on m'a dit qu'il fallait aller vite. Alors, j'y vais ». Et on l'utilise souvent. Quand on veut convaincre des gens, souvent, on fait, notamment quand on est au commerce ou des choses comme ça, on veut faire des arguments. Alors, on a plein d'arguments pour convaincre l'autre qu'on a raison. Et on y va. Parce qu'on se dit, plus je vais lui donner des arguments, plus il va voir que j'ai raison, et donc, je vais le convaincre. Et on y va. Et même si ça ne marche pas, qu'on se rend compte que, bah, visiblement, l'autre, lui aussi, il a ses arguments, et puis son idée, il y tient. Et puis voilà. Et puis on reste au bout d'un moment sur une espèce de statu quo. Alors après, l'autre, il va peut-être dire de guerre lasse, bon allez, vas-y, c'est bon, mais c'est-à-dire qu'il ne doit pas vraiment croire à son idée, hein, parce que s'il y croyait vraiment, il vous aurait pas lâché l'affaire comme ça. Mais on continue quand même, plutôt que d'essayer une autre technique, on se dit non, non, celle-là, elle marche, donc je vais y aller. On continue, on me l'a dit, voilà. Donc, c'est vraiment ces histoires, hein, c'est assez drôle, mais c'est vrai que quand on y pense et quand on lit ce livre et qu'on voit tous les exemples, on se dit mais on fait ça tous les jours. Tout le temps, ouais. Et enfin, ces règles aussi, c'est des choses qui vont nous faire renoncer avant même d'avoir essayé. Ça marchera jamais. Hein. Il y a un nouveau logiciel qui arrive dans votre entreprise, ça marchera jamais. Voilà. Il y en a qui essayent, puis d'autres qui disent non, mais j'ai même pas essayé, c'est sûr, ça marchera pas. Ou bien alors soi-même, non, mais je vais pas me lancer dans mon petite entreprise parce que c'est sûr, je vais me planter. Voilà. Et donc, on commence même pas. Je vais jamais écrire le livre de ma vie parce que de toute façon, personne ne le lira. Ouais, le lira. Hein. Voilà, par exemple. Donc voilà, c'est ces règles qu'on se met tous dans la tête. Et puis alors en fait, il y a encore une petite chose que notre cerveau nous fait faire, c'est qu'il nous fait nous imposer des conditions qui sont tout à fait inutiles. Par exemple, je suis timide, si j'avais confiance en moi, je donnerais mon avis. Est-ce que l'idée qu'on a de si j'avais confiance en moi, donc la condition qu'on se met, ça nous empêche réellement de parler? C'est dans notre tête. La preuve. C'est dans notre tête. Elle ne nous tient pas les mains, elle ne nous bâillonne pas, cette idée. C'est juste qu'on se dit, si, voilà, j'avais confiance en moi, je donnerais mon avis. Mais c'est juste une idée, ça n'a jamais empêché les gens de parler, les idées, normalement. Hein, voilà, si on ne les écoute pas, elle ne nous met pas du scotch, elle ne nous tient pas la bouche comme ça avec ses petites mains. Ou alors aussi, on se met des conditions qui touchent les autres. On est en froid avec quelqu'un, et puis il se dit, s'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas non plus. Puis on attend. Puis l'autre, il se dit la même chose. S'il ne m'appelle pas, s'il ne fait pas le premier pas, ben, je ne vais pas le faire non plus. Et on voudrait donc faire changer quelque chose sur lequel on n'a pas la main. On n'est pas maître, on n'est pas, comment dire, j'ai perdu le mot, on n'est pas... On n'a pas de pouvoir, voilà, on n'a pas de pouvoir sur l'autre, on ne peut pas le forcer à faire le premier pas. Par contre, on a un pouvoir sur soi-même. C'est-à-dire que nous, on peut se dire, bon, bah écoute, moi je vais arrêter d'être bête, entre guillemets, alors, c'est un beau jugement, je vais faire le premier pas et peut-être que ça marchera. Parce que la seule personne sur laquelle j'ai vraiment de l'action et du pouvoir, c'est moi-même. Donc moi, si j'ai envie de faire un pas vers l'autre, bah, je peux le faire. Mais si on attend... Peut-être que justement, c'est peut-être ça justement le souci. C'est qu'en disant, je ne fais pas le premier pas et j'attends qu'il vienne vers moi, ça montre simplement qu'on n'a pas envie du tout d'aller vers l'autre et qu'on n'a pas envie. Ça peut être aussi le cas. Mais si on reste campé sur ses positions, c'est sûr que ça ne bougera pas. Hein. Voilà, ça ne va sûrement pas. C'est clair. Alors, dernier piège de ces étiquettes, hein, c'est les règles liées aux étiquettes. On en a parlé tout à l'heure. Un petit peu, je suis une bonne mère de famille et donc je ne peux pas prendre du temps pour moi. Bah oui, j'ai tellement de choses à faire déjà pour mes enfants. Hein. Je ne peux pas aller me détendre un petit peu. Je ne peux pas faire du sport, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je veux être un bon manager, donc je ne dois pas me tromper, je ne dois pas avoir tort, je ne dois jamais baisser les bras. Enfin voilà. Et on s'en raconte des comme ça plein, hein, parce que derrière l'étiquette que l'on a,
parce qu'on est une maman ou parce que on est un papa ou ce qu'on veut, ben, on a mis tout un tas de règles derrière soi-même, ou on nous les a transmis par notre éducation. Alors la bonne solution, c'est qu'il y a des solutions pour s'en sortir. C'est que on peut se permettre de désobéir à nos pensées et d'aller au-delà de nos étiquettes. Et c'est ce qu'explique ce livre. Alors, je le remontre. Je vous conseille vraiment de le lire. Je vous le montre bien. Parce que dedans, il y a plein d'exercices pour apprendre justement à aller au-delà de ses pensées, à aller au-delà de ses idées, de ces étiquettes qu'on s'est mis ou qu'on nous a données. Alors, ça touche beaucoup, il y a beaucoup de méditation dedans, parce que la pratique de la méditation mindfulness aide notamment à identifier les pensées, etc. Mais pas que, il y a tout un tas de petites choses, il faut écrire tout un tas de choses. Donc, je vous recommande rapidement, la première chose pour se détacher des pensées, c'est de repérer les pensées, les identifier. Est-ce que c'est une histoire? Quelle étiquette est là? Est-ce que c'est une règle que je me suis mis? Et accepter que ce n'est qu'une pensée. C'est comme l'émotion. On avait déjà fait un blab, on a parlé des émotions. C'est qu'une émotion, c'est quelque chose qui est là. On ne peut pas lutter contre ses émotions quand on ne peut pas lutter contre ses pensées parce qu'on n'arrive pas à mettre son cerveau sur off, ça ne marche pas. Mais il faut se dire, ben oui, ok, je t'entends, tu es là, tu me parles dans ma petite oreille, vis ta vie, mais moi je vais faire autrement. Et ça marche. Je peux vous l'assurer, moi je l'ai beaucoup mis en pratique et je continue à le mettre, ça marche vraiment très très bien. On peut aussi désobéir aux règles qu'on a. Donc là pareil, on va repérer cette règle et puis se dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'en coûter? Est-ce que je vais vraiment en avoir un bénéfice de le faire ou de ne pas le faire? Parce que du coup, la règle souvent nous dire qu'on ne peut pas faire ça. Et puis, on va pouvoir se dire aussi, mais moi, j'ai le libre arbitre et mon objectif, c'est de prendre du temps pour moi. Donc, même si une bonne maman, ça doit s'occuper de ses enfants, etc., je vais quand même prendre du temps pour moi et accepter d'être en désaccord avec la règle qu'on a pu avoir de la maman se sacrifie pour ses enfants, par exemple. Et puis, on va aussi travailler comme ça sur les étiquettes. Alors là, il y a un petit jeu assez drôle où on liste toutes les étiquettes qu'on a, les traits de caractère, etc. Et puis, on les répète en faisant sur des petites chansons d'enfants, Frère Jacques, là, tout ça. Et donc, on prend la même petite chanson et puis on se dit, voilà, je suis ici, je suis là, machin. Et en fait, ça perd complètement son sérieux quand on fait ça. Et puis derrière, on va enclencher en mettant des petites actions en place pour nous aider à changer de cap et puis aller vraiment sur ses objectifs. Voilà. Donc assez rapidement, c'est peut-être un petit peu long, un petit peu complexe, mais je voulais être assez concise sur cet article parce que vraiment ce livre est vraiment très très bien là-dessus. Je vous le recommande. Je n'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action, mais vraiment c'est très bien expliqué. Et quand on fait les exercices, moi j'ai passé plusieurs semaines sur ce livre à faire toutes les semaines parce qu'il y a plusieurs chapitres avec plein d'exercices. On arrive vraiment à faire le clair et à apprendre à ne plus trop s'écouter ces petites voix. Ça marche pas à 100%, il y a des moments où on est fatigué, on a du mal, etc. Mais vraiment, on arrive à surpasser beaucoup de ces peurs, de ces idées, de ces clichés qu'on a, dont on ne sait pas d'où, et à avancer, et à faire des choses qui sont importantes pour nous. Voilà, mesdames. J'espère que c'était assez clair. Je connaissais pas les règles en fait. Oui. Je connaissais les croyances, les étiquettes, tout ça, les règles. Et ouais, c'est vrai qu'on s'en met plein des règles. Ah, mais des tas. Ouais. Un peu plus loin. Et qui sortent, de nulle part. Qui sortent de nulle part. Et puis c'est des choses qui, certaines sont utiles, parce qu'il y a certaines règles qui viennent de l'enfance. Tu manges pas les champignons rouges avec des points blancs, par exemple. Oui. On va pas tester, ça on est d'accord. Mais tout un tas d'autres règles, ça sort, mais vraiment de nulle part. De nulle part, ça n'a aucun fondement. On n'est pas en risque de vouloir vivre sa vie, de vouloir avancer, de trouver son chemin. Ça va pas nous tuer, quoi. C'est pas une bête féroce qui nous attend derrière la porte. C'est vrai qu'on a tendance aussi à croire un peu ce que les autres nous disent.
Et on se retrouve à perdre des années. Moi, je sais que quand je suis sortie de l'école, on m'avait dit, bah non, t'es pas bilingue anglais. Donc, elle m'avait dit ça à un entretien, un cabinet, je m'en souviens encore. J'avais 25 ans. Donc, je me suis dit, c'est vrai. Bon, pourtant, j'ai fait des études en anglais, mais bon, je ne suis pas bilingue anglais. Pendant des années, je l'ai cru. Je me suis jamais vendue sur ce niveau-là, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, non. Mais ça a pris quoi, 5-6 ans 5-6 ans à me dire, et que finalement quelqu'un d'autre me dise, ben non, tu parles bien anglais, et que je reprenne confiance en moi. Donc en fait, oui, il faut vraiment oublier ce que les autres nous disent. En fait, ce qu'on pense de nous-mêmes a moins de poids que ce que quelqu'un nous dit. Et c'est pas normal, en fait. Mais ça, c'est aussi un jugement qu'on met. Le poids des autres, on se compare. Hein. Ce que disent les autres, c'est forcément mieux que moi, ce que je pense. C'est mieux. Pourquoi ? Exactement. Mais quoi non. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Qu'est-ce qu'ils connaissent ? Voilà. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions de nos participants ? Parce que je vois pas mal de monde connecté, mais on n'a pas trop de... Pas trop de commentaires là sur le côté. Bah, sinon, si on n'a pas de commentaires, on va clore cette session. Donc, je la mettrai, acheter ton livre. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Non, c'est pas le mien. Mais il est vraiment génial. Hein. Franchement, ce bouquin, il est fantastique. Moi, en plus, les chapitres sont pas très. Il y a quand même quelques pages, mais c'est assez focus quoi, sur les émotions, sur certains exercices, et donc on peut reprendre juste un chapitre pour se le remémorer. Il y a l'aspect personnel, hein, la vie personnelle, l'aspect professionnel. Et vraiment, c'est voilà, le petit titre en dessous, hein, c'est bien dans mon job, bien dans ma vie, avec l'approche ACT, hein, donc Acceptance and Commitment Therapy, qui est vraiment très très bien. Et j'ai écouté un podcast récemment sur la même méthode, sur un podcast qui s'appelle I Procrastinate, qui est fait par un Canadien. Qui interviewait donc un psychologue, un professeur en psychologie qui justement parlait de cette méthode pour aller au-delà et avancer et accepter. L'histoire, c'est de dire que ce soit mes émotions ou mes pensées, je peux pas dire j'en ai pas, je peux pas les supprimer, je peux pas faire delete, je peux pas, voilà. Mais il faut accepter qu'elles soient là et comprendre que ça ne nous empêche pas d'avancer si on veut vraiment. Voilà, that's all. Bon, bah je vous ai abattu là. Ouais. Moi, je suis désolée, hein, c'est pas le but. On va tous aller bosser là maintenant ce soir. On va réfléchir à nos peurs, à nos angoisses. Bon, alors, merci à tous de nous avoir suivis. Je mettrai d'ici quelques jours le replay, parce que le replay sur Blab est valable, est disponible que 24 heures de mémoire. Je mettrai le replay sur YouTube avec un petit article qui reprendra tout ce qu'on s'est dit, mesdames, comme d'habitude, ou vous ferez chacun votre petit article de votre côté, comme il y a 15 jours. T'en feras un ? J'en ferai un. Bon, ben voilà, donc on fera 3 articles. Ça vous irez tous voir avec le replay. Voilà. Et puis on le remettra aussi sur Facebook et tout ça. Sabine, rapidement, sur la toile. Sabine ? Oui. Oui, non, ça crache. J'ai rien compris à ce où est-ce que l'on te retrouve sur la toile ? Sur la toile, un peu partout. Donc sur mon blog d'abord, biorganisé.com, sur Facebook aussi, donc page pareil, Biorganisé, et sur Instagram aussi, je suis assez active, et mes tableaux Pinterest. Je pense que c'est mon réseau social préféré. Non, j'adore épingler. Donc voilà. Pinterest, c'est le mal. Non. Après, elle s'étonne qu'elle veut toujours acheter des trucs, mais voilà, elle est tentée toute la journée. Non, alors justement, c'est pas du tout pour les achats, c'est vraiment des inspirations. Ouais, non, au lieu de... Dans ma chambre, j'avais un mur plein de photos, plein d'images inspirantes, et maintenant, grâce à Pinterest, c'est minimal chez moi. Je n'ai plus de photos, voilà. Voilà. Marina, où est-ce qu'on te retrouve ? Eh bien, sur mon blog accrodubudget.com. Page Facebook, pareil, Accro du budget. J'ai aussi un tableau Pinterest. Instagram, un petit peu, mais j'y suis pas des masses. Et Twitter, vous oubliez, j'y vais jamais. Pareil. Alors, de temps en temps, quand même, je vois que vous retweetez 2-3 petits trucs. Ouais, de temps en temps, mais c'est oui, non, je suis vraiment plus active. C'est sur Facebook et là, en ce moment, un petit peu plus sur Pinterest parce que
Bah, comme Sabine, hein, j'ai retrouvé plein de trucs. Très bien. Et moi, vous pouvez me retrouver donc sur productiveview.com. Donc voilà, sur la page Facebook, le même nom, Productiveview. Twitter, le même nom. Pinterest, le même nom. Google+, le même nom. Twitter, le même nom. Tout pareil. Voilà. Et puis sur iTunes aussi, puisque comme j'ai un podcast 3 fois par mois, donc vous pouvez aussi me retrouver sur iTunes, sur le podcast Productiveview. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée de dimanche, une très très belle semaine où vous n'allez avoir que des idées hyper positives. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.